merci pour cette venue à la conférence autour du, je vous en prie, du doublage. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Thierry Bourdon, un comédien qui a fait beaucoup de voix de dessins animés, mais pas que. Donc Thierry Bourdon qui est la voix de D'Artagnan dans Sous des Mousquetaires, oui, de Terry, où on dit parfois Terence Grantchester dans Candy Candy, Sony dans Mes tendres années, par exemple. Oui. Ah, il t'a marqué celui-là. Oui, c'était très bien. Mais, et bien d'autres, on ne va pas tout révéler tout de suite. On ne va pas tout dire. Dans les années 70-80 déjà. Ah, oui. Mais on en fait toujours un fairy tale. En ce moment, on enregistre fairy tale. Et puis d'autres dessins animés. Et Amélie Morin également, qui est présente et qui a doublé notamment Candy, dans Candy, Lucie Mini dans les Mini-Pousses, Marie-Antoinette dans Lady Oscar, Mathilde, c'était pas top, hein, Mathilde, Sailor Vénus, Sailor Moon, entre autres, et bien d'autres. Et bien d'autres aussi. Mimi Cracra, l'OMME, ça. Naphtali, Charlotte aux fraises, voilà, toutes ces joyeusetés. Et bien justement, on va commencer par toi, parce que on ne le dit pas assez souvent, mais tu as eu il y a une vie avant notre vie, c'est-à-dire le Canada. Oui. Donc tu es originaire du Canada, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quels souvenirs tu gardes de ces années-là? D'abord mon enfance, mon adolescence, parce que j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Montréal, au Québec, où j'ai fait mes études, où j'ai commencé mon métier de comédienne, que je ne voulais pas nécessairement faire parce que je suis issue d'une famille d'artistes. Ma mère chantait, écrivait, mon père avait un studio d'enregistrement. Et moi, mon ambition, c'était d'être coiffeuse ou vendeuse. Mais je ne voulais vraiment pas être comédienne. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pas bien, ça fait rire tout le monde, mais j'adorais ces métiers. Pas, mais je trouvais que c'était des métiers formidables et je ne voulais vraiment pas du tout faire ce métier. Et donc, j'avais un petit job d'été dans une agence de voyage. Et en fait, j'ai démarré le métier d'une manière assez étonnante. Je suis allée chercher ma mère en studio qui doublait déjà des petits personnages. Et le directeur de plateau qui était là m'a vu arriver. Et puis, je sais pas, je devais être mignonne à 17 ans, certainement. Et il a un peu craqué sur moi en me disant écoute, t'es une comédienne. Et moi, je lui disais mais non, pas du tout, pas du tout. Du coup, il a essayé de me persuader. Il m'a dit écoute, je reçois une série bientôt, je voudrais que tu passes des essais. Et donc, j'ai passé des essais quand même. Et je trouvais que la rythmo allait trop vite. J'arrivais pas à lire parce que ça allait à une vitesse pas possible. Je voulais qu'on la ralentisse, mais évidemment, ça n'était pas possible. Et finalement, j'ai quand même été choisie. Ça, ce qui était quand même dément. Et de là, j'ai rencontré une comédienne qui travaillait avec moi, dont le mari était metteur en scène. Et donc, il m'a vue, et puis il m'a donné mon premier rôle au théâtre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la télé, etc. Et donc, j'ai eu une vie au Québec, et où j'ai enregistré la première série de Candy pour le Québec. Je l'ai donc fait là-bas, les 20 premiers épisodes. Et ensuite, j'ai décidé de quitter le Québec pour venir voir un peu en France si j'arriverais à faire quelque chose. Donc, je suis arrivée ici, et il se trouve que les 20 premiers épisodes en France ont été doublés par Sylviane Margolin, qui était une comédienne, qui a épousé un Américain et qui est parti vivre aux États-Unis. Et donc, les gens ont su, les clients de la série Candy ont su que j'étais à Paris, et ils m'ont demandé si je voulais enchaîner avec la série ici en France. Donc, les portes du doublage se sont ouvertes pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai doublé Candy. Et puis là, il y a eu une succession. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce qu'on y est encore demain matin. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un peu ça. Au Québec, j'ai vraiment fait mes premières armes. J'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est vraiment très bien passé pour moi. Et c'est un pays où on travaille un petit peu de... L'état d'esprit est très différent. Les gens sont peut-être un petit peu plus... je dirais pas qu'ici on est fermé, mais on est moins catégorisé. Par exemple, au Québec, si vous faites du doublage, vous pouvez très bien faire de la télé, vous pouvez très bien faire du théâtre, du cinéma, de la pub. Il n'y a aucune honte à faire à peu près tous les domaines qu'on peut faire quand on est comédien. En France, quand je suis arrivée, j'étais étonnée. Si on faisait du doublage, il fallait rester dans le doublage. Si on faisait du théâtre, il fallait rester dans le théâtre. Donc, je n'étais pas du tout habituée
à cette vision des choses. Et je pensais que voilà, que j'allais rester confinée là-dedans. Et puis finalement, non. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Mais le travail est le même. Hein. Quand j'ai doublé Candy à Montréal ou Candy ici, c'était pas la même équipe, mais c'était le même état d'esprit et c'était super, quoi. Donc je suis bavarde, je vais m'arrêter là. Alors Thierry, toi aussi, tu fais partie du casting d'origine de Candy avec Vincent Ropion et bien d'autres personnes. Vous vous souvenez du directeur de plateau de cette série qui vous avait recruté? J'ai des doutes. Non, si, c'était le viol. Enfin, ah, mais c'était le vieux. Bon, paix à son âme. Jean-Henri Chambois. Jean-Henri Chambois. Alors Jean-Henri Chambois, c'est un acteur de théâtre, voilà, qui nous dirigeait. il était charmant, hein. Oui. Il était gentil. Avec les jolies jeunes filles. Avec les jolies jeunes filles, il était très charmant. Après, il était un peu chiant. Mais nous, on s'est beaucoup amusé parce que d'abord, on s'est entendu tout de suite. C'est la première fois que je rencontrais Thierry, je ne le connaissais pas. Non. Donc il était pas beaucoup plus jeune, un petit peu. Hein? Que maintenant. Non. On était vraiment. On était gamins, on avait moins de 20 ans, on avait. Quel âge on avait? Je sais pas, on était jeunes. Et on bossait dans une boîte très sympa qui n'existe plus malheureusement, qui était dirigée par un type qui aimait beaucoup les comédiens, qui était toujours adorable avec eux. D'ailleurs, il a peut-être dirigé un peu les Candy aussi, Jean-Pierre Stemmer, un homme merveilleux. Il est décédé il y a quelques mois. Et c'était un type qui adorait les comédiens, et il n'y en a pas beaucoup dans les gens dans nos patrons, dans les gens des boîtes de doublage qui nous aiment en général, nous détestent. Parce que enfin, les comédiens, pas toujours, quoi. Non, ça ne le fait pas toujours. Et dans cette boîte, on était très à l'aise. C'est pour vous dire que c'est qu'on était comme en famille, on mangeait tous ensemble dans la cuisine. On faisait des barbecues dans le jardin. Non mais c'était vraiment une bonne ambiance, on a vraiment beaucoup travaillé. Et on a travaillé sur beaucoup de dessins animés de séries dans cette boîte-là, dans d'autres aussi. Hein. En plus c'est drôle comme hasard, parce que Thierry, oui. c'est marrant quand même. Je crois que quand il faisait les distributions, il se creusait pas trop la tête. D'abord, il distribuait les gens un peu au physique. Donc, quand il y avait, moi je sais que j'avais les petits jeunes gens bien propres, bien chic et tout, qui parlent bien et tout. On me donnait pas des canailles, des... Donc du coup, comme c'est un aristocrate rebelle. Tu as un aristocrate rebelle qui avait des idées, vraiment des idées, comment dire, comme disait Sarah l'autre fois. Révolutionnaire. Oui, c'est-à-dire que... L'avant-garde. oui, il défendait des idées... Si on regarde, on a fait une expérience, on a eu la chance, il n'y a pas longtemps, dans une expérience extraordinaire, c'est que je reçois un coup de fil un jour d'une personne qui était prof de lettres et qui s'occupait surtout de tout ce qui concerne la littérature anglaise et de Shakespeare. Et elle m'appelle, elle me dit, vous êtes la voix de Terry Grantchester sur la série Candy. Je lui dis oui. Et elle me dit, vous savez, moi je suis devenue professeur. Ça va, qu'est-ce qu'elle est, professeur de... Elle est maître de conférence à la Sorbonne en littérature anglaise. Et elle me dit, c'est grâce à vous que j'ai trouvé ma vocation. Je lui dis, ah bon? Et parce que je me suis passionné pour Shakespeare, parce que j'ai adoré Candy. Et dans Candy, c'est Shakespeare dans le texte, pour ce qui est des scènes de théâtre. Après, je lui dis, mais il faut absolument appeler Amélie. Amélie, c'est une amie. Alors, je donne le téléphone d'Amélie. Sarah appelle Amélie, lui dit, voilà, on va faire à la Cité universitaire à Paris, on va faire une conférence, parce que j'ai écrit une thèse sur Candy. Alors moi je suis tombé des nues, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans, qu'est-ce qu'on va les raconter? Nous, on a fait notre travail il y a ça 20 ans, je ne sais pas. Et alors on a été invités magnifiquement, on a logé dans un hôtel à Paris, on y allait tous les jours à la cité universitaire, on s'est retrouvés avec des gens dits entre guillemets très sérieux, et tous ces gens-là, mais
étaient complètement fans. Ils nous ont expliqué ce qu'on a fait comme travail, parce que nous, on ne comprenait rien à ce qu'on faisait finalement. On n'avait rien compris. C'est-à-dire que nous, on était spontanément devant la rythmo à jouer, mais il y avait un fond qui nous échappait complètement. Et ils nous ont expliqué les personnages. Et c'est ça qui nous ont en disant, ils les connaissaient limite mieux que vous, c'est ça? Les rapports entre Candy et Terry Grantchester, que lui c'est un aristocrate, mais en même temps il est pour les gens simples, il a des idées très... C'était la vision intellectuelle de Candy. Oui, mais l'analyse, mais incroyable. L'analyse comme ça. Nous, on n'y croyait pas, on a appris beaucoup de choses. Et puis ils ont fini par nous passer des extraits de Candy. Amélie était merveilleuse, comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec sa petite voix, machin. Et moi, je me disais, merde, je me souviens plus du tout. Ça devait être de la dope, ce que j'ai fait. J'avais vachement peur, honnêtement. Puis quand j'ai entendu quelques répètes, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Et puis voilà, puis après on nous a posé des questions. Et nous, on a découvert, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à l'époque, les dessins animés japonais, il n'y avait pas beaucoup de traducteurs japonais pour faire les adaptations. Et puis c'était souvent de l'anglais au français, même de l'espagnol. Je me rappelle pour Théo ou la batte de la victoire, on avait une version espagnole. Donc c'est pas italienne plutôt, puisque c'était les dessins animés de la 5 qui venaient de Berlusconi. Et... Ah oui, ou italienne. Alors plutôt italienne. Je me souviens plus. Et alors, disons tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je racontais déjà? Intéressant. J'ai fait une file, donc c'est pas passionnant. Et finalement, on a découvert vraiment. Oui. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que à l'époque, on ne comprenait pas toujours le sens des séries. C'est très compliqué quand même quand on n'a pas lu. Et puis on était dirigé par des gens qui ne connaissaient pas les films, ils arrivaient, ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Nous, on ne savait pas ce qu'on allait jouer. Donc, et puis, on faisait confiance à l'auteur, les gens qui écrivent, et puis on essayait de donner de la vie à tout ça, parce qu'il y avait une image, parce qu'il y avait un son. En plus, et aussi, il faut dire qu'on aimait ça, et que c'était un jeu de métier, et qu'on avait beaucoup de chance, et qu'il y avait des ambiances merveilleuses, et que vraiment, moi, je garde un souvenir... de ces années-là, de ces enregistrements-là, assez émerveillés, parce que c'est vrai, de se retrouver à donner de la vie comme ça, des personnages, et l'impact que ça a eu, parce qu'on parle de l'impact de Candy. J'ai une toute petite histoire à vous raconter, qui est une histoire de vie vraie concernant Candy, et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je vous explique, j'essaie de la faire courte, mais je trouve que c'était assez magique. Mon téléphone sonne, j'ai une de mes très bonnes amies qui se trouve, je ne sais plus, en Bretagne, dans une ville. Elle me dit Allô Candy, ça commence comme ça. Allô Candy, il y a quelqu'un qui je voudrais que tu parles à cette jeune fille. Je t'explique. Alors voilà ce qui s'est passé. Cette amie à moi est dans l'autobus, attend l'autobus. Elle ne sait pas où elle va. Il y a une jeune femme qui est là. Elle lui pose une question, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller là? Cette jeune femme lui dit, justement j'y vais, montez avec moi dans l'autobus. Elles s'assoient toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Cette jeune fille est élève infirmière. Et elle dit à mon amie, vous allez rire de moi, mais ce qui a provoqué ma vocation d'infirmière, c'est Candy. Et là, c'est terrible parce que je ne sais pas si j'ai vraiment choisi le bon métier. J'ai travaillé dur parce qu'on vient d'une famille pauvre et j'ai travaillé dur pour pouvoir me payer ces études d'infirmière. Il y a un examen là, aujourd'hui, en fin de journée, et j'ai peur de m'être trompée. Et c'est là que mon amie dit, attendez, ne bougez pas. Elle prend son téléphone, elle m'appelle, elle me dit, allô Candy, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Donc je prends ma voix de Candy, je percute tout de suite, je comprends. Je dis allô, et elle m'explique, elle est infirmière, elle se demande si, etc. Donc elle me fait ça. Et donc je prends le téléphone, je dis allô, oui c'est Candy. Alors tu veux devenir infirmière? Oh, mais quel beau métier, c'est merveilleux. Il ne faut pas douter de toi, il faut aller jusqu'au bout, etc. Donc je fais tout ce petit laïus. Et mon amie me dit après, elle avait des larmes qui me coulaient des yeux. Elle est sortie, elle est descendue de l'autobus en disant c'est un signe, je me posais des questions, mais maintenant je m'en pose plus. Et comme j'ai fait un stage en psychiatrie, quand je vais leur raconter cette histoire, psychiatriquement comme une dingue. Et voilà, donc l'impact. Et
ça, parce que ça c'est une petite histoire, mais je suppose qu'il doit y en avoir plein d'autres, sans vouloir se prendre la grosse tête. Mais c'est quand même génial et merveilleux d'avoir cette influence positive. Et c'est pour ça que je garde, moi, des enregistrements, des gens qui ont travaillé avec nous à ce moment-là, un vrai... quelque chose qui me touche encore, parce que je sais que ça a touché beaucoup de gens, c'est vraiment bien. J'imagine que vous n'imaginez pas l'impact de cette série qu'on allait plus tard. Pas du tout, mais on a travaillé avec beaucoup de sincérité quand même. Moi je me souviens quand on se retrouvait devant l'écran et puis que Candy, oh Thierry, oh Capucin, oh ceci, oh cela. Mais vraiment on y allait avec toute notre vérité, quoi. C'était vraiment chouette à faire. Vous avez revu des épisodes depuis comme ça? J'en ai revu, il y en a sur YouTube de temps en temps, je l'écoutais puis je me dis oh là là, comment je vais pas jouer là, pourquoi j'ai fait ça? Je m'autocritique, mais je peux plus rien faire, c'est fait, c'est fait. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes expériences musicales en dessin animé? On va en parler aussi de... J'étais venu pour dire bonjour, mais déjà, est-ce que tu as pris des cours de chant? Ah oui, j'ai pris. Alors j'ai pris, c'était extraordinaire, je n'avais jamais fait le rapport, mais à Montréal, j'ai pris des cours de chant avec ma professeure qui s'appelait Madame Gaëtane Letourneau. Donc je trouvais ça marrant, un petit étourneau qui me donnait des cours de chant. Oui, j'ai travaillé, évidemment, j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis ça fait partie d'une formation qu'on a là-bas, qui est peut-être aujourd'hui, maintenant en France, je pense que tous ceux qui veulent être comédiens prennent des cours de chant, des cours de danse, etc. C'est un ensemble de choses, effectivement. Et oui, c'est vrai que j'ai chanté pas mal de génériques, parce que quand j'ai commencé à doubler Candy, j'ai sorti un album à ce moment-là qui a quand même bien marché, avec un titre qui s'appelait « J'étais venue pour dire bonjour ». Donc les gens dans les boîtes de doublage, quand il y avait un générique à chanter, tout naturellement me demandaient si je voulais le faire. Donc j'en ai fait quelques-uns, dont un que je trouve trop mignon qui est Mini Cracra. J'adore cette petite chanson extrêmement dure. Il faut avoir une articulation très pointue parce que ça va vite. Ça défile parce que tu faisais la voix de l'héroïne et en même temps la chanson. Et la chanson, le générique. Et tu as fait aussi Sherlock Holmes, Mademoiselle Hudson en voix parlée. Absolument. Et la voix chantée, donc le générique de Sherlock Holmes aussi. Voilà, j'ai essayé de chanter hier soir. Et je te remercie d'avoir accepté. C'était pas gagné en plus. Non, je ne voulais pas le faire. Tiens, il reste encore quelques minutes. Parce que quand on me demande un truc, j'ai toujours non d'abord, et après je dis oui. Mais ça, personne ne le sait. Donc, et ces séquences d'enregistrement de générique, vous les faites en même temps que le doublage? Non, en général, non, on consacre 1 ou 2 heures avant l'enregistrement. On a le casque avec la musique dans les oreilles, on se met devant le micro. On a le texte quand même qui défile, souvent sous la rythmo ou alors même à la main pour les chansons. Et mais la plus grande expérience que j'ai faite de chansons en doublage, c'est une comédie musicale qui s'appelait Annie. Et donc j'ai fait le personnage d'Annie, qui est la petite orpheline avec les cheveux roux. Et donc là, c'était un travail absolument incroyable, parce qu'on a travaillé avec Jean Cuisset, qui faisait partie des Swingle Singers. Tu te souviens de ça? Ou des Double 6, je ne sais plus lequel des deux. Enfin, un groupe de jazz très connu. Voilà. Et ce monsieur était très bon niveau. Et là, j'ai travaillé pendant plus d'1 mois les chansons, parce que c'était vraiment c'est très difficile. Avec des, enfin, si vous avez vu le film, musicalement, il est quand même assez costaud. Et ça, c'était une expérience fabuleuse. Il chantait même du classique, du classique en polyphonie, c'était des gens très oui. Là, c'était vraiment, ils avaient mis les moyens, gros paquet, et puis on travaillait dans des conditions optimum. C'était génial, quoi, c'était super. Hein. Et les Moumines? Ah oui, les Moumines, ça c'est autre chose. On a un petit studio et puis on enregistre la chanson. C'est assez simple, ça se fait simplement. On a la musique dans les oreilles et puis il faut y aller. On apprend la chanson rapidement. Oui, Naphtaline aussi. Oui, Naphtaline, Charlotte aux fraises. Je ne sais pas s'il y a un générique Charlotte aux fraises. Oui, il y a aussi un générique là-dessus. Oui, enfin j'en ai chanté quelques-uns. Il y a un plus vieux aussi, un très très vieux, qui n'est pas arrivé en France. J'ai trouvé ça sur internet. Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, il y a une série de Sally la petite sorcière qui est sortie en France en 89. On m'appelle Minifée, voilà. Je suis une... Alors, Minifée, c'est ma mère qui chante ça, c'est pas moi. Et ouais, c'est la voix de ma maman. Je suis une petite sorcière. Ah, tu n'es pas dans les chœurs un petit peu? Parce que j'étais trois à chanter. Il y a Flora Balzano, la voix de Sébastien dans Belle et Sébastien, et Astro Boy au Canada. Ouais.
Et c'est la première série de sa vie voilà. d'époque. Et ben c'est là que j'ai commencé le doublage, sur cette série-là, où je faisais un petit garçon. Et je me souviens de la première phrase que j'ai prononcée en doublage. Vous vous rendez compte, il faut s'en souvenir, mais la première, j'avais tellement le trac que je n'oublierai jamais cette phrase. C'était la première fois que je faisais du doublage. Je faisais un petit garçon et la phrase c'était « T'en as déjà vu des comme ça ?» Ah oui, effectivement, ça commence bien. Ça marque. C'est clair. Thierry, bah justement, tant qu'on y est, t'as une jolie voix. La chanson. Est-ce que toi aussi, Moi j'étais dans une chorale, j'étais soliste dans une chorale qui s'appelle Les Gosses de Paris, et il y a très très longtemps, mais personne ne connaît ça ici, il y a une chanson extrêmement célèbre qui avait été adaptée par Vladimir Cosma, que j'ai chantée et qui a eu un succès énorme. Mais je vous parle ça, j'avais 11 ans ou 12 ans. Et voilà, donc ça c'est pour la musique, mais je faisais de la musique parallèlement. Et puis je suis rentré dans une école formidable qui s'appelle l'école du spectacle, qui se trouve rue du Cardinal Lemoine, parce que j'avais pas une scolarité, ma scolarité était un peu chaotique, donc mes parents, avec la directrice de l'école, ont décidé de me mettre là, parce que ça ne le faisait pas, j'avais des répétitions le soir, le matin j'étais fatigué, c'était compliqué. Et puis du coup, je suis rentré dans cette école, et là je suis arrivé dans mon univers, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'étais qu'avec des gens de l'opéra, des gens du conservatoire, des danseurs, des musiciens, et c'était une famille. J'étais heureux, je venais de la banlieue, j'habitais le 9-3, c'était terrible pour moi parce que bon, les profs se moquaient de moi parce que je faisais de la musique, parce que je faisais des trucs comme ça, ils se moquaient de moi, mais vraiment, hein, c'était déplorable avant ma 6e, c'était pour moi un calvaire d'aller en cours. Et puis quand je suis arrivé là, c'était le bonheur, j'ai rencontré des gens qui étaient au Big Bazar, il y avait des gens formidables dans cette école, il y avait Mouloudji, il y avait des tas de gens assez connus hein, maintenant. Et puis bon, et là de temps en temps on rencontrait des réalisateurs, des gens qui cherchaient des gamins pour des dramatiques, des séries. À l'époque, il y avait une émission sur ce qu'on appelle le théâtre, sur le théâtre, et ils cherchaient donc pour des Dickens, pour des séries où il y avait des enfants, ils cherchaient des enfants, donc ils venaient dans cette école, qui était un vivier un peu, hein, où on trouvait des gamins qui pouvaient jouer la comédie, et puis j'ai commencé comme ça. Donc je me suis retrouvé à jouer dans les Grandes Espérances de Charles Dickens, dans des Balzac, dans des choses comme ça, des petits dramatiques où j'avais des personnages avec des gens comme des comédiens connus comme Delphine Seyrig, des gens incroyables, et j'étais heureux de travailler avec eux, et en même temps je faisais des choses de la musique, et pas encore du doublage. Parce que le doublage chez Francis Lax, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un jour, Francis me voit et puis il me dit toi, ça te plairait de faire du doublage? Je lui dis j'en sais rien, pourquoi pas. Et puis il me dit viens tel jour à telle heure, bon, je te présente, j'y vais. Et puis il me fait faire un truc, puis ça passe. Et puis à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens qui faisaient du doublage, donc ils avaient besoin de voix jeunes. Et donc du coup j'ai commencé comme ça le doublage, mais c'était un peu plus tard, c'est-à-dire 16 ans, non même avant, parce que Jacques Barclay, qui travaillait d'ailleurs avec Jean Chalopin, oui. Ouais. M'appelait, à l'époque j'avais même pas le téléphone, il m'envoyait des comment on appelle ça, c'était pas des parchemins. Des parchemins vieux, mais quand même. Des télégrammes. Ils m'envoyaient des télégrammes pour me convoquer pour faire des petites voix dans des séries genre Tom Sawyer, des trucs comme ça. Donc j'allais en studio, j'avais un trac fou parce que j'avais toujours le trac de toute façon. Même au doublage, j'avais le trac énormément. Et puis j'ai tourné avec des gens un peu impressionnants. J'enregistrais avec la femme qui a toujours doublé Marilyn Monroe. Des gens comme ça, c'était quand même incroyable d'entendre ces gens-là parler à côté de toi. D'ailleurs, cette femme-là, je l'ai revue il y a elle s'appelle Claire Guibert, elle est une femme magnifique, elle est toujours en vie. Et je la rencontre il n'y a pas longtemps, je la rencontre il y a peut-être 2 ans, et puis je la vois, je lui dis bonjour madame, et j'étais ridicule, je lui dis, et dire que je suis très heureux parce que j'ai commencé le doublage avec vous. Et elle me regarde, et elle me fait, ça m'étonnerait mon petit. Parce qu'on n'a pas le même âge et elle a fait énormément de choses. Et voilà, donc c'était, pour le doublage, c'est une très belle expérience.
pour tous les comédiens, c'est quelque chose d'incroyable, surtout quand on a aussi la possibilité de rencontrer des gens. Moi, j'ai travaillé par exemple avec Meryl Streep en une journée entière. Elle est adorable. C'est une personne incroyable parce qu'elle s'enregistrait dans un film. Peut-être certains d'entre vous ont vu ce film très beau, très difficile, qui a été Le Choix de Sophie, d'après une nouvelle de Steinway. Et elle se doublait, c'était impressionnant, elle se doublait en français, ce n'est pas sa langue, elle ne parle pas français, elle se doublait avec l'accent juif polonais, elle n'est pas polonaise, voilà, le reste je ne sais pas, et elle se doublait dans ce rôle, parce que d'abord elle est au Festival de Cannes, et elle avait tenu, parce qu'elle avait acheté les droits, et elle avait joué le rôle de Sophie, dans Les Choix de Sophie, et donc elle s'est doublée, j'étais très impressionné parce que elle faisait 2 prises, en français, impeccable. Entre les prises, c'était avec un directeur de plateau qui s'appelle Jean-Pierre Dora, entre les prises, elle mettait ses pieds sur la table, elle lisait un bouquin et elle hurlait de rire. Ça se passait quand même dans des camps de concentration, le film. C'est pas un film vraiment drôle. Et entre les scènes, elle se détendait. Elle lisait son truc et le directeur de plateau lui dit « Mais Néris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça a l'air sympa, ça a l'air cool ce que vous... » Oui, c'est un de mes amis, je reconnais tout le monde dans ce bouquin, c'est génial, et tout. Et puis après, on mettait le rouge. Et ça, c'était bluffant. Alors, la petite anecdote, c'est qu'en fin de journée, la télévision devait venir la filmer. Alors, on l'a vu disparaître. C'était au studio rue Jean-Mermoz à Paris. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Elle est ressortie, elle avait une robe super, elle était coiffée, maquillée, tout. À l'américaine, hein, on va dire. Et elle attendait la télévision qui devait donc l'interviewer, la filmer, avant qu'elle reparte à Cannes. Et là, ils ont eu presque une heure de retard. Et quand elle est arrivée, elle a attendu. Quand elle est arrivée, elle a regardé sa montre. Elle leur a dit, vous êtes en retard. On est désolé, c'est terminé. Elle est partie. Mais elle les a attendus jusqu'au bout, c'était quand même incroyable. Donc on a un peu la chance aussi de temps en temps, on a tous des expériences de gens qu'on a rencontrés. Merci Ciel de les avoir rencontrés. Tu as eu une expérience aussi particulière sur Sony aussi, sur la série que tu as doublé. Pourquoi? À la base, dans Sony, Mes tendres années, oui. C'était particulier, le dortoir, etc. Quand tu en parles un peu de ça. Ah bon? Oh ben si. J'ai raconté une type de dortoir. Donc c'était une des premières séries du Club Dorothée, oui. Où tu as doublé un petit garçon, très petit de taille. Oui. Tu doublais avec Dorothée Gemma, qui était Ouya. En plus, le nom de cette série au Japon s'appelle Les 26 trouilles, en traduction. Je trouve ça ah bon, le 26 trouilles, voilà. Kobayashi. Ah bon. Et est-ce que tu t'en souviens un petit peu de ce personnage qui tout le temps hystérique? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un dessin animé très improbable. Ils ont fait énormément de coupures parce que dedans, ça parlait beaucoup de petites culottes et de trucs qui ne sont pas complètement intégrés dans notre culture. Ouais, c'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Bon, il y avait des choses, il y avait des bruits incongrus, des petites culottes. Enfin, donc ils allaient voir dans le dortoir des filles. Ils allaient voir dans le dortoir des filles. Voilà. Et puis moi, le mien, il n'aimait pas les filles. Il n'aimait pas les filles, quelle horreur et tout. Et puis je me dis, merde, tu me retrouves là à faire ça. Je me dis, comment je vais faire ça? Et puis j'ai pété un câble. Et puis comme je ne savais pas le faire, je l'ai fait complètement hystérique. Et donc quand il la voyait, il disait, donc il poussait des hurlements, et puis ça se passait comme ça, j'ai déliré, j'ai fait n'importe quoi. Et ça a plu. J'ai pas compris. C'était donc quand même un bon souvenir. Oui, c'était on avait beaucoup de textes, hein, c'était quand même long et difficile, parce que les dessins animés, il faut donner beaucoup d'énergie. Quand on double les dessins animés, ça marche qu'avec l'énergie. Il faut les remplir, parce que c'est quand même assez esthétique. Et d'ailleurs, il vous disait tout à l'heure que vous ne comprenez pas toujours ce qui se passait, donc des fois... Non, nos gentils directeurs de plateau ne pouvaient même pas nous expliquer de quoi ça parlait. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient rien. Alors bon, on se débrouillait. On a une question. C'est par rapport au doublage de cette époque des dessins animés des années 80-90, enfin surtout 80, par rapport au Club Dorothée. Et quand vous regardez par exemple des épisodes, c'est l'exemple le plus parlant, des épisodes de Ken le Survivant où les mecs ils n'avaient tellement pas de budget, ils comprenaient rien, alors ils doublaient genre 5-6 personnages en modifiant un peu la voix, mais c'était... On les reconnaissait quand même. Mais nous on l'a fait. Et vous avez aussi eu des expériences un petit peu similaires.
Et quand vous parlez justement des directeurs des plateaux qui ne comprenaient pas trop le dessin animé, rien, oui. Et quand on voit ces dessins animés maintenant, on se dit, c'est vrai que c'est... Pas toujours, hein. Pas tout ça dépend. Parce que finalement, ça nous échappe. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas là pour le texte, c'est pas nous. Je veux dire, c'est traduit, s'il y a un auteur. Bon, théoriquement, le directeur de plateau, il est quand même censé vous expliquer votre personnage, sa psychologie, tout le bazar et tout. C'est sûr que la référence japonaise, pour nous, elle est quand même compliquée. Parce que deux personnes qui se disent « Je t'aime !» Bon, on voit ça. Voilà. Mais c'est comme ça. Alors nous, en français, on ne peut pas faire « Je t'aime !» Mais c'est pas possible. Donc, je faisais je faisais ça. On transpose, on est obligé de trouver des équivalences, mais c'est pas du tout évident. Oui, mais pour répondre aussi techniquement à votre question, c'est vrai qu'à cette époque-là, on a eu la 5, donc cette chaîne, qui était une consommatrice en dehors du Club Dorothée de séries en tout genre et machin, et il fallait vraiment. C'est là où les cadences ont commencé à augmenter. C'est énorme. Voilà. Donc c'est-à-dire que là où on doublait, par exemple, Candy, on faisait un épisode le matin, un épisode et demi par enregistrement, admettons. Après, on s'est retrouvé, par exemple, avec le collège Fou, à faire 5 épisodes dans la journée. Sailor Moon, 5 épisodes dans la journée. C'était combien de temps en général? Alors, c'est des 25 minutes à peu près. Donc, on faisait 2 épisodes et demi le matin, 2 épisodes et demi l'après-midi. Alors, ça se passait comme ça. On mettait donc la rythmo qui défilait. On enregistrait direct, sans même avoir lu avant. Et quand on se trompait, on disait, si on bafouillait, on arrêtait, on reprenait la phrase. Et ce qui fait que ça a développé chez nous un sens de l'anticipation absolument incroyable. Et là, je m'en suis rendu compte quand j'ai enregistré pas mal de dramatiques pour la radio, France Culture et tout ça. Et avant, on avait des lectures autour de la table avec tous les comédiens. Et ceux qui faisaient du doublage, ils lisaient comme s'ils avaient déjà travaillé le truc. Parce que notre anticipation s'était tellement développée, il fallait, on était obligé. Sinon, on ne travaillait pas, il fallait être rentable. Et parce qu'il y avait un volume de travail tellement énorme. Ce qui fait que ça, oui, voilà. Et d'ailleurs, Michel Salva, qui avait une boîte qui s'appelait La Sophie, il a fini par nous dire un jour, la qualité, je m'en fous, ce que je veux, c'est la quantité. Donc voilà, après, quand on passe sur des bases comme celle-là, après, nous, les comédiens, on porte le truc quand même. C'est pas frustrant, justement, en tant que comédien, on a envie de faire bien et on dit, bien sûr non, que si. c'est pas grave. Non, c'était pas que c'est pas grave, c'est qu'il fallait être performant. Surtout sur Sailor Moon. Oui, il fallait être performant, on n'avait pas le choix. Soit on était performant, soit on était éjecté. Donc il fallait être capable d'assumer 5 épisodes, de se surpasser, d'être ultra concentré, d'y aller à fond, de dégager une énergie. Je vous assure qu'après une journée de 5 épisodes, on était légèrement sur les rotules. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience sur le collège Foufoufou, qui est quand même une série particulière. Tu doublais donc le rôle de Laura, la fille aux cheveux roses, avec Julie, celle aux cheveux verts. Oui. Les Joyeux Loufoques. Ouais. Comment tu as été recrutée sur ce dessin animé un peu parce que on était un petit peu, je sais pas, catégorisés, je sais pas si ça se dit, hein, mais bon, moi j'avais fait pas mal de choses avant, donc quand il y avait une bande de jeunes, on disait si ça tombait dans la boîte où je travaillais le plus, à Sophie, bon, Amélie on va la mettre là, elle on la met là sur celui-là, elle celui-ci on va le mettre sur ce personnage-là. Ça se faisait un peu. Et ça t'a amusé toi? C'est-à-dire que quand tu as vu ce personnage, tu dis bien c'est sûr bien que ou c'est amusant. Ouais. Évidemment que c'est un défi. C'est un défi de se dire Et puis les camarades ils sont tellement bons à côté, ils sont tellement concentrés. C'est pas moi qui vais faire arrêter l'affaire. C'est vrai. Il fallait pas se tromper parce qu'on avait des gages. Il y avait des gens qui avaient des boîtes quand on se trompait. On devait mettre un franc pour aller boire un coup après. Et tu n'avais pas intérêt à te planter. Puis on était avec des gens comme Hernandez, des gens comme ça qui te regardaient, avec Gérard. Ou alors, c'était vraiment ceux marrant. qui soupiraient, il fallait pas se tromper, on avait le challenge. On les entendait assis derrière. Alors bon, il y avait quand même... Ça met la pression. On avait une pression d'enfer. On était crevés d'ailleurs. Alors ça, c'était vraiment... Mais en même temps, je me dis que c'est chouette d'avoir réussi à le faire parce qu'au final, effectivement, c'est pas parfait. Mais je me demande si ce genre de produit
aurait été aussi aimé si on avait pris le temps de machiner. Ce qui était super là-dedans, c'était la spontanéité. Voilà, c'est ça. C'est surtout que vous avez vu ça. Il y avait ce qui est en folie. Voilà, on devenait complètement cinglés nous-mêmes quand on avait. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, au deuxième épisode, vers 11h30, midi moins le quart, quand on commençait tous à avoir faim et qu'on savait qu'il fallait aller jusqu'à 1h30 parce que la coupure était à 1h30 et que là on n'en pouvait plus, qu'on se disait ah non, cet après-midi on ne peut pas faire 3 épisodes, il faut qu'on le finisse. Donc on était là et c'était de la super concentration. Parce que c'est de la concentration. C'était celui qui allait faire marrer son voisin aussi. C'était ça aussi, c'est-à-dire que toi tu faisais 2 personnages. Oui. Alors c'est Laure Vénus avec une voix un peu plus grave, mature. Voilà. Tu faisais aussi la petite Camille aux cheveux roses. Voilà. Mais j'ai eu aussi ça dans un film que vous devez certainement connaître qui s'appelle Madame Doubtfire. Vous connaissez ce film? Alors, les 2 filles du personnage, la grande et la petite, c'est moi. Les 2. La petite, c'est moi, et la grande, c'est moi. Voilà pourquoi ça s'est... Je devais faire que l'aînée, sauf qu'ils avaient fait venir une jeune fille qui commençait le doublage, et puis elle n'y arrivait pas. Et on était pris par le temps et tout ça, et c'est Jacques Barclay qui dirigeait, je crois que c'est Barclay, oui c'est ça, qui dirigeait le truc, et qui m'a dit, bon bah Amélie, tu essaies de faire la petite. Donc il a vraiment fallu que je change ma voix, parce qu'elle était vraiment très petite, pour pas que... Là c'était plus du dessin animé, là on est dans un film cinéma, donc il faut vraiment que les 2 voix, alors que les voix aient des ressemblances comme ces 2 sœurs, ça pouvait se faire. Donc j'ai vraiment là fait un travail de composition sur la toute petite. C'était pas évident à faire. Et comment tu fais, parce que soit dans Madame Doubtfire ou alors Sailor Moon, les personnages se répondent. Tu es donc la même comédienne. Je sais qu'il y a des gens comme Roger Carrel dans Willy Monson qui sont capables de faire 5 personnages. Ou est-ce que des fois tu fais des prises aussi à part? Alors, ça dépend. Quand il y en a qui... Dans le dessin animé, j'enchaîne si Camille et Laura se parlent, je vais changer ma voix très vite, je le fais. Sur Madame Doubtfire, c'est un 35 cinéma, à l'époque, on prend le temps. Je fais une piste avec la grande, je fais une deuxième piste avec la petite, parce que bon, là, on a le temps, on peut travailler. Mais combien de fois ça m'est arrivé de changer ma voix, et des fois de me perdre un peu dans les voix. Ah non, c'est pas celle-là. Ah oui, voilà, au bout d'un moment. Mais bon, mais là aussi, ça devient un exercice de concentration, et c'est comme la gymnastique, je veux dire, on se développe des muscles, je dirais, l'attention. La concentration devient telle que ça n'est même plus un effort, ça devient quelque chose de presque naturel. C'est une sorte d'assouplissement, quoi. Et c'est un exercice fabuleux à faire, à essayer. En tout cas, c'est marrant. Et puis ça aussi, j'ai bien aimé, même si j'étais sur les rotules, même si je râlais parfois en disant quand même ils exagèrent. Et pourquoi pas, ils ne nous en mettraient pas un petit 6e aujourd'hui, histoire de bien nous... mais bon, mais c'était sympa, il y avait du boulot, il y avait du travail, et c'était chouette à faire. Et sur Lady Oscar, quand le doublage a été fait, donc tu faisais le personnage de Marie-Antoinette, Nadine Delanoë doublait Oscar de Jarget, une sorte de chevalier Léon, entre guillemets. Absolument. Et sur cette série, alors on a entendu dire que Jacqueline Joubert, donc la maman d'Antoine Decaune, qui dirigeait, enfin qui en tout cas avait supervisé l'adaptation, sur les points historiques, elle était venue, aurait embauché une étudiante en histoire, etc. Oui, parce qu'il y a Est-ce que vous l'avez vu sur le plateau? Non, on l'a pas vraiment vu, mais on voyait des anachronismes dans, par exemple, je sais qu'à un moment donné, on voit l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, je ne sais plus, à l'époque de Louis XIV, quand même un petit peu... Donc les Japonais n'étaient pas très bien renseignés sur l'architecture, peut-être, et même l'histoire de France. Donc il y avait des trucs un peu anachroniques. C'est ça. Fait que c'était marrant, quoi. Tout à coup, on voit l'Arc de Triomphe à Versailles, hop, l'Arc de Triomphe au loin, ça fait quand même un peu marrant. Donc, comme c'est les Japonais, effectivement, ils ont dû peut-être... mais nous, on n'a pas vu ça, c'est toute une salade qui se passe avant l'enregistrement, c'est-à-dire que quand on est auteur, parce que j'ai écrit aussi beaucoup pour le doublage, beaucoup de séries, j'ai adapté beaucoup de choses. Donc c'est un travail qui se fait avant, bien en amont, et puis voilà, quoi. Tu as fait une série super sympa, on n'en parle jamais en général en doublage, ou très peu. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, je crois que ça passait sur Antenne 2, c'était Petite Merveille. C'était une fille automate. C'est un robot, un petit robot, oui. Voilà. Ah, c'était sympa cette série, ouais, c'est mignonne. Hein. Alors là, c'était reposant. C'était reposant parce que c'était un robot, elle était totalement monocoque. C'était génial. À la fin, je m'endormais. Je viens, j'arrive. Oui, je suis là. Et c'était comme ça toute la journée. On en croise des fois. À la fin, je me défoulais, je faisais des
Non, c'était très chouette Oui, c'est en tout mignon, cas. très C'était mignon. un peu original quand même. Oui, c'est assez original. Série. Dans les séries aussi plus récentes, parce qu'il faut aussi penser aux autres jeunes personnes qui sont là, donc il a fait aussi Code 10, c'est vachement connu. Oui, Code 10, oui, ça a très bien marché. C'est une toute petite boîte de doublage qui édite des coffrets, ce sont des coffrets. Des DVD, des DVD, et moi je faisais plus beaucoup de dessins animés, et puis le client, il y a eu des essais, moi je ne refuse jamais de faire des essais. Je fais toujours des essais comme au début, et le client a voulu absolument que ça soit, et vraiment on s'est défoncé pour faire ce doublage, qui a eu de très très bons papiers, parce qu'on est arrivé avec Disney, on était en 2e ou en 3e, de critiques, les critiques dans Animeland. Je confirme. Je crois, c'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai vu ça, j'étais quand même très surpris, parce qu'on enregistrait, je ne vais pas dire avec des bouts de ficelle, mais on enregistrait dans un studio pas terrible, il n'y avait pas une grande console. Par contre, on avait un directeur de plateau qui parlait couramment japonais, et qui travaillait avec un ordinateur et qui était capable, quand il y avait des erreurs dans la traduction, il était capable avec son ordinateur. Ouais, il rectifiait la rythmo et tout, j'avais tout le texte qui arrivait, on s'est défoncé, on a fait un boulot, je crois qu'ils étaient très contents. Pourtant moi j'étais déjà vieux, il y a plein de gens qui voulaient déjà plus de moi, mais bon. Eux ils ont joué le jeu, et puis finalement le truc a bien marché, il a été bien accueilli. Dans cette boîte en ce moment, j'enregistre Fairy Tail par exemple. Ouais, je voulais y venir. Je fais un rôle très important, mais je fais plusieurs personnages, dont un qui s'appelle Jelal. Avec Bruno Meyer, qui lui parle couramment japonais. Et moi, quand je suis allé à Paris, au Paris Manga, j'ai souvent parlé de lui, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont capables de diriger ce genre de produit et qui savent de quoi ils parlent. C'est rare. Et pour nous, c'est vachement bien. C'est précieux. Et ça se sent vraiment ça se sent. fini. Moi, je sais ça pas. se sent vraiment quand il y a une adaptation vraiment claire, et pas d'idiotie, de traduction ou d'aberration. Je citerai La Corne du Lion d'un certain dessin animé. Et quand il n'y a pas ce genre de boulettes ponctuelles, même quand c'est ponctuel, on sent d'autant plus la perfection, autant que faire se peut, d'un doublage. Parce que vous mettez votre âme, déjà ça se sent, mais si en plus il y a un travail en amont, c'est sûr qu'un bon doublage, ça commence par un bon texte. Une bonne préparation. Une bonne adaptation. Voilà. Alors il y a des histoires très très rigolotes d'adaptateurs qui ont écrit des choses du style Tous à cheval, les autres avec moi, par exemple. C'est très cohérent. Ou alors, c'est pas une flèche dans le bras qui me fera plier les genoux. Il y a plein de petites perles comme ça d'adaptateurs qui font des... Mais c'est drôle, hein. Maurice, il avait eu à dire... acculez-les à la colline et faites-leur retrousser chemin. Alors, c'est déjà joué. Alors, il y a des adaptateurs un peu fantaisistes. Mais c'est vrai que l'atmosphère. Ah oui, ça détend. Quand il y a une coquille qui arrive, on est content parce que tout le monde rigole. Mais c'est vrai que, par exemple, un texte où souvent on a eu un problème sur les Oscars, je me souviens, le texte était trop lent. C'est-à-dire que, comme on dit, ça sentait le caoutchouc, c'est-à-dire que ça sentait le freinage sur la rythmo. Le comédien, il partait, le pneu brûlé. Ça sentait le pneu qu'on freinait. Voilà, on ralentissait. Donc, il y a un bon rythme à trouver entre la langue originelle, et puis le français, pour que ça soit jouable, et puis que ça soit ni trop peu. Donc, c'est vrai, la base, vraiment la base d'un bon doublage, c'est un bon texte. Ça, alors là, c'est sûr. Au bon rythme. Parce que quand on n'a pas assez de mots, quand on a trop de mots, c'est difficile parce qu'il faut être un virtuose, faut être rapide, mais quand on n'a pas assez de mots, c'est épouvantable. Parce qu'on est obligé de traîner tout, rien n'est en place finalement. Parce que ce qui compte quand vous enregistrez, ce qui compte, c'est l'attaque, c'est la finale. Il y en a qui grommellent. Tu te rappelles Philippe Dumas, qui a beaucoup enregistré dans Arnold et Willy, Monsieur Drummond. Lui, il attaquait, il parlait comme ça, mais
Puis entre-temps, il disait qu'il ne s'est jamais arrêté, on ne lui a jamais dit tu la refais, on ne comprend pas ce que tu dis, parce qu'il le disait avec une telle conviction, il était tellement doué. Tu parles d'Arnold et Willy? Oui, je parle d'Arnold et Willy, parce que j'ai doublé Arnold et Willy avec ce Philippe Dumas et Jackie Berger qui faisait doubler Arnold, et on a travaillé plus de 10 ans là-dessus, et c'est vrai que c'est une série très longue, assez bien écrite, et avec des gens qui étaient hyper performants. Et vous en rajoutiez des fois, parce que qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais ça, c'était Jacques qui avait trouvé ça. C'était dans la VO. Elle avait un gimmick. Alors elle avait parce que lui, le petit gamin dans la série faisait ça dans l'américain. Ah, voilà. Comme ça. L'autre, elle avait mimé, elle avait trouvé le truc avec. Et je vais enregistrer un film. Et puis on revoit le même comédien, ce petit garçon qui n'avait pas grandi malheureusement, et qui avait replacé la phrase qui dans une autre série. Il était invité comme guest probablement, et il avait replacé sa phrase qui avait une phrase culte qui était dans Arnold et Willy. Et là, c'est pour vous dire des fois l'incompétence de certains directeurs de plateau. Le directeur de plateau lui dit non, tu peux pas dire ça. Et je lui dis écoute, c'est une phrase culte, c'est une phrase qui le caractérise. Il faut vraiment qu'il replace sa phrase, parce que le comédien a replacé sa phrase, que c'était sa création, c'était son truc, et on n'a jamais pu le faire, il n'a pas vu. C'est dommage. Il a dit non, je vois pas pourquoi on ferait ça comme ça. Je dis si, parce que c'est ce comédien-là, c'est la phrase qu'il dit dans telle série, et là il le ressort, parce que les gens qui connaissent notre série vont faire le... Voilà. Mais ils n'ont jamais voulu. Moi je me suis un peu battu contre les... Voilà, pour me faire contreposer, on m'a dit non. On m'a dit non, mais écoute, tu dis n'importe quoi, tais-toi. Et à contrario, est-ce que toi tu as... Comment? Ça a été fait dans d'autres séries, donc la traduction française a bien placé sa phrase culte. Oui, voilà. Oui, c'était dans une autre série qui n'avait rien à voir. Par exemple, celle-là, elle a été replacée. Cette phrase, non, ils n'en ont pas voulu. L'auteur n'avait pas, je ne vais pas dire la culture, c'est un mot un peu prétentieux, mais il n'avait pas les connaissances. S'il avait connu Arnold et Willy, qu'il avait su que ce comédien-là, c'est un comédien important quand même, il a tourné beaucoup de choses. Il avait trouvé ce truc-là, et c'était dans tous les épisodes d'Arnold et Willy, il finissait avec cette phrase-là, et tout le monde se marrait. Et ils ne savaient pas. Et même si on leur dit, ça les a convaincus du tout. Et à contrario, est-ce que toi tu as pu placer des mots ou des séquences sur des séries où tu as pu plus te lâcher? Non, moi j'avais des personnages. Tu avais des mimiques par exemple dans Théo la batte de la victoire, tu venais souvent de Théo, tu voulais les jumeaux Théo et Kim. Mais après ça dépend des gens qui écrivent. Si les gens qui écrivent ont, souvent il y a plusieurs auteurs sur une même série. Oui. Au minimum il y en a 2, et des fois il y en a plus. Et il faut que l'information circule aussi entre les auteurs. La Bible. Oui, la Bible. Si l'information ne circule pas, évidemment, vous allez vous retrouver avec des choses qui, à l'arrivée, font que voilà, il va manquer certainement un gimmick ou un achat. Les noms, par exemple, les incohérences au niveau des noms, on doit rectifier souvent, des choses comme ça. Oui, mais en général, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Sauf bon, c'est vrai que dans ces années-là, il y a certaines personnes qui ont critiqué les doublages, parce qu'on en faisait trop, il y en avait trop, les gens n'étaient pas formés, n'étaient pas préparés. N'empêche que le doublage français, c'est le meilleur au monde, quand même. Moi, je peux le dire. Franchement, après, on parle de choses, d'erreurs, de certains, etc. Mais moi, je vois bien, par exemple, moi, il y a un truc qui m'amuse beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de Québécois dans la salle, sinon ils vont me fusiller. Il y a un Québécois là, non? Non, je peux y aller? Bon. Par exemple, prenez un film doublé au Québec. Vous allez avoir les personnages principaux avec pas d'accent du tout. Et vous allez vous rendre compte qu'il est doublé au Québec quand vous entendez Monsieur Poiteleux, là, on vous demande au téléphone. Il y a tout à coup un comédien qui a un accent parmi. Et donc ça, on se dit, c'est doublé au Québec. Et vraiment, le langage qu'on emploie en France, qui est quand même, et le langage qu'on emploie au Québec, évidemment, n'est pas le même. C'est un langage plus international. Il n'y a pas d'argot, il n'y a pas de choses comme ça, oui. Justement, par rapport au doublage québécois, pourquoi il n'y a pas l'accent, justement, parce que des fois, je suis tombé sur des versions de films doublés en québécois, et je ne connaissais pas les voix françaises, mais je me dis, c'est pas le français, mais... Ah oui, d'accord, il y a des expressions, mais il n'y a pas
l'accent en fait. Pourquoi il n'y a pas l'accent? C'est ça. Pourquoi il n'y a pas l'accent? Parce qu'il faut que ce soit ce qu'ils appellent eux le français international, que ça soit audible par toutes les communautés françaises. Il y a quand même une, je veux dire, alors pourquoi ne pas prendre la version française enfin... Parce qu'il y a un protectionnisme, c'est normal au Québec, quand vous avez des films qui vont être diffusés à la télé québécoise, ils veulent faire tourner le marché le doublage québécois, ce qui est normal. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent de France, mais par exemple, tous les films américains qui sortent, les gros blockbusters et tout ça, c'est d'abord doublé au Québec. Ça passe uniquement dans les salles québécoises et ensuite on redouble le film pour la France, donc c'est doublé 2 fois. Les Américains le font et ça sort en général un petit peu avant au Québec et ensuite le même travail est fait en France. Mais tout comme quand moi j'aime bien les soaps canadiens parce que ça me fait marrer. Donc il parle en français mais avec l'accent canadien. Par moments c'est sous-titré, vous avez remarqué, c'est sous-titré. Parce que d'abord on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. Et nous ça nous fait beaucoup rire parce que c'est des expressions. C'est pas drôle. Non mais ça la révèle évidemment. Mais vous avez vu, on met des sous-titres. Pas tout le temps, mais par endroit, parce qu'on comprend pas tout. Quand on dit l'aptahur que Wolterhamp, c'est sûr que... C'est vrai qu'en français, non, c'est pas ce que c'est. Mais par contre, les doublages belges, c'est vrai qu'ils sont très bien faits, ils sont très performants, mais pour quelqu'un qui est très habitué, pour un français, on entend aussi ces belges. Parce qu'il y a quand même certaines expressions et certaines formulations de la phrase. C'est normal, chaque pays a sa manière de parler. On dit des textes, mais des fois on les remet dans l'ordre et dans l'honneur, parce que des fois ils ne sont pas dans l'ordre. Il y a des phrases qui sont improbables. Et donc on voit un peu la différence. Moi, quand c'est un doublage belge, c'est très bien fait, hein. Mais il peut y avoir des phrases qu'un français ne tournerait pas de la même façon. Et comme ce sont des doublages internationaux, ces doublages doivent partir dans le monde entier. Donc il faut que ça soit, je dirais, pas neutre, mais standardisé. Français international. Voilà, ils appellent ça comme ça. Ça dérange personne. Voilà. Et on sait qu'on ne veut pas d'accent. Il n'y a pas d'accent, ni suisse, ni belge, ni canadien, ni rien. Et toi, Amélie, quand est-ce que tu as pris conscience que tu pouvais faire des voix d'enfant? Est-ce que c'est venu pendant le doublage ou est-ce que déjà, quand tu étais enfant, tu faisais des imitations? Quand j'étais enfant, j'avais une voix d'enfant. Quand j'étais enfant, déjà, à la base. Commencé. Ensuite, elle n'a jamais été jeune. Ma voix n'a pas tellement évolué entre l'âge de 13 ans et maintenant. J'avoue que ma voix, elle est quand même restée un peu dans les aigus et j'ai une voix légère. Donc on m'a fait doubler des choses qui correspondaient à l'âge que j'avais. Sauf que les années passant, j'ai continué à faire des jeunes filles. Et même aujourd'hui, si j'enregistrais, je ne me vois pas doubler une femme de 40 ans, c'est pas possible. Ma voix, elle n'est pas du tout fermer les yeux. Oubliez mon physique. T'as fait des petits garçons aussi ou moins souvent? J'en ai fait, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas les garçons. Non, mais j'aimais pas doubler les garçons. J'en ai fait, hein. La première série que j'ai faite dans Minifé au Québec, c'était un petit garçon. J'étais 3, c'était des triplés. Donc, je croyais qu'il fallait que je parlais comme ça. Enfin, c'était pas naturel. Tu ne te sentais pas aussi à l'aise? Ça je me sentais pas bien, ouais. Et vous avez une préférence à doubler des personnages plutôt pour des cartoons ou vous avez une certaine, comme disait tout à l'heure, création vocale? Est-ce que vous préférez les séries, les films entre guillemets plus sérieux, les longs métrages? Tout est bon dans le cochon. On avait fait, c'est ensemble qu'on avait fait War Games. Oui, War Games. On a doublé War Games ensemble. Mais au tout début, il y a très longtemps. C'est un vieux film. C'est un vieux film maintenant. Peut-être même que ça date un peu déjà. Mais je sais que les ordinateurs et tout, c'était incroyable. Moi, je sais que comme Amélie, mon gros souci, ça a été le fait que ma voix ne change pas. Les Américains ont demandé, parce que pour exploiter un film comme Birdie d'Alan Parker, par exemple, ils n'avaient pas les éléments. On avait mis 8 ou 10 jours à enregistrer Birdie d'Alan Parker. Alors on avait 3 boucles le matin, parce qu'à l'époque c'était des boucles qui tournaient, c'était autre chose, on n'avait pas cette technologie qu'on a actuellement. Et alors on avait mis, je l'ai refait une deuxième fois avec